Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du film Cube en anglais, sorti le 9 septembre 1997 au Canada et le 28 avril 1999 en France. C'est un film très carré dans sa construction. Cube, c'est l'histoire de 5 personnes qui se réveillent dans une pièce sans mobilier, avec des trappes dans toutes les directions. Certaines pièces sont piégées, il faut donc trouver un moyen de s'en sortir. Au-delà du côté sensationnel, c'est un vrai thriller philosophique, un survival soupçonné d'horreur qui nous promet un voyage dans la compréhension de l'âme humaine. Bref, c'est un film qui traite de mystère. Il s'agit là du premier film réalisé par Vincenzo Natali, à qui l'on devra par la suite Splice et plus récemment In the Tall Grass, dans les hautes herbes. C'est un auteur qui a une filmographie singulière qui flirte avec l'horreur, le suspense et l'absurde. Pour faire ce film, il s'entoure de André Djelic et Graham M. Manson au scénario. L'équipe à la production est complétée de Mara May et Betty Orr. C'est donc une équipe jeune dont il s'agit du premier long métrage et qui se donne à fond. Et franchement, cela se sent vraiment dans le film. Regardons maintenant du côté du casting. D'abord, David Hewlett. Je le connais particulièrement pour Stargate Atlantis. Santé à toi, David. Mais David, oui, c'est mon pote, je l'appelle par son petit nom, je l'appelle comme je veux d'abord. Donc, David est aussi connu pour être apparu dans La forme de l'eau, La planète des singes, Les origines ou Splice. Et pour les fanas des comédies, il est aussi apparu dans Mon beauf, Ma sœur et moi. Fait amusant, il est aussi à cette époque dirigeant d'une société qui crée des sites internet, Darkhill Corporation ou Darkhill Media. Je sais pas trop le nom de cette compagnie parce que j'ai trouvé les deux. Il a notamment conçu et réalisé le site de Cube. Et ça fait super plaisir. On compte également au casting un acteur que j'aime tout particulièrement aussi, Julian Richings. On le connaît surtout pour des participations à des films cultes comme Le Festin nu ou en guise de série Orphan Black. Le reste du casting est un petit peu moins connu. Maurice Dean Wint dans le rôle de Quentin, le policier, Nicole DeBoer dans le rôle de l'étudiante en mathématiques, aussi vue dans Stargate Atlantis, et Au-delà du réel, l'aventure continue, bref, toute mon enfance. Et une autre actrice, Nikki Guadagni, dans le rôle de Holloway, et Andrew Miller dans le rôle de Kazan, l'autiste. Allez, c'est le temps de l'ardoise. Avec un budget de 350 000 $, le film peut être considéré comme un film d'auteur ou un film de sortie d'études américain. Mais voilà, son box-office de 9 millions de $, rend le film hyper rentable. Les producteurs se sont donc frottés les mains. Le petit budget a obligé l'équipe à faire preuve de créativité. Et en général, ça peut donner de vraies petites pépites, comme ces deux films-là par exemple. Nate Haley, le réa, a choisi de tourner dans un entrepôt de stockage. Et à en croire un commentaire de la productrice Betty Orr, ce n'était qu'un entrepôt de stockage et non pas un studio insonorisé, et de temps en temps, le voisinage devenait bruyant. On entendait des trains passer et à chaque fois, tout le décor tremblait. On a alors eu l'idée d'intégrer ces vibrations à la narration plutôt que de lutter contre. Ça a même renforcé l'impression d'être pris au piège d'une mécanique géante qui se déplace tout autour des personnages en faisant un bruit assourdissant. Bon, qu'est-ce que raconte ce film ? En d'autres mots, quels sont ses messages ? Pour bien comprendre le film, je prendrai en exemple la première scène. Je trouve que c'est une bonne illustration. Un homme se réveille dans une pièce qu'il ne connaît pas. On se retrouve dans un film qui nous présente un mystère tout de suite, forcément. Ensuite, ce même homme découvre qu'il peut circuler via des trappes. Alors, on entre dans un film d'exploration. Enfin, l'homme découvre malgré lui qu'il est dans un film qui touche à l'horreur. Et ça, c'est vraiment pas de bol pour lui. Alors, Cube, la première fois qu'on le voit, on peut y voir un espèce de trip expérimental qui part un peu dans tous les sens. Mais en fait, Cube, c'est le contraire. Le film déborde de maîtrise. On en reparlera dans la partie mise en scène parce que c'est comme ça. C'est moi qui décide d'abord quelle bière je veux décapsuler. Pour le moment, essayons de rester connectés au message. La première fois que j'ai vu le film, j'étais adolescent et je pensais que le mystère du cube était vraiment passionnant. Après l'avoir revu récemment, je me suis rendu compte que l'axe de scénario le plus important est la critique de la société américaine. Imaginez alors ce que je verrai dans le film quand je serai un vieux monsieur. La façon la plus simple de vous expliquer ce que je veux dire par critique de la société américaine, c'est de passer en revue les personnages. Le plus vieux personnage est blanc, âgé, plein de bon sens plus que d'hystérie. Il représente un peu l'Amérique cow-boy ou chevaleresque.
Non, pas cette chevalerie-là, heureusement, hein. Bref, il représente l'idéal de l'Amérique des années 1950. Le flic est incarné par Quentin. Au départ, ce personnage montre qu'il contrôle la situation, et c'est pour ça que les deux personnages sont présentés comme des rivaux. Quel personnage, vous allez me dire? Celui qui représente l'Amérique des années 1990, basé sur un profit immédiat, et l'autre qui représente une Amérique blanche traditionnelle, basée sur des valeurs. Ensuite, nous avons la figure du cerveau. Leven est l'étudiante, celle qui est faible de prime abord. Mais au final, c'est elle le moteur de l'aventure. Tout comme les cerveaux et les universités sont le moteur des USA. Pressurisée par la partie dominante en Amérique, représentée par le Quentin shooté à la coke, elle donnera le meilleur d'elle-même tout en étant dégoûtée. Beautiful brain. Quentin utilisera cette description et en fait c'est assez amusant parce qu'il regarde carrément une autre partie de son corps quand il prononce cette phrase. Les autres personnages sont tout aussi intéressants. L'autiste, qui représente cette Amérique oubliée et qui pourtant a tellement à apporter. Holloway, elle montre ses fragilités, elle montre qu'elle a besoin de fumer, qu'elle est claustrophobe dès le début, elle représente un peu aussi le complotisme et la nervosité, et pourtant, il y a une forme de tendresse pour ce personnage dans le film. Et ce, malgré le fait qu'elle puisse avoir tous ses défauts. Worf, le personnage cynique qui remet tout en question, lui, ne croit plus en rien. En fait, c'est assez intéressant, c'est le personnage qui ne croit plus du tout en rien qui est le plus inclus dans le système apparemment. Il accepte cyniquement d'être un rouage de la machine tant qu'il y trouve son intérêt, sans pour autant être dupe de ce qui fait marcher le système. On voit donc que tous ces personnages sont des facettes d'une Amérique différente. Si au début du film on s'acharne sur la différence entre les uns et les autres, plutôt que de trouver la solution, c'est carrément en fait ce qui se passe aux USA, où les communautés se regardent entre elles plutôt que de fonctionner ensemble. Du coup, nos personnages passent plus de temps à se crêper le chignon que de comprendre une expérience dont ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants. Bon, revenons à notre première figure, le cow-boy. Il représente l'histoire des USA. C'est intéressant parce qu'il donne des conseils très américains au début du film. Care about what is only in front of you. You have to save yourself from yourself. En fait, ces deux phrases sont les deux thèmes du film. Et oui, juste après avoir prodigué sa sagesse, mais sans avoir eu le temps de s'assurer que le groupe en soit les dépositaires, il meurt à coup d'acide. Ce qui déstabilise le groupe qui se retrouve avec un seul alpha qui lui est bien moins modéré. Et oui, la figure de l'Amérique classique étant partie, toutes les sous-tendances se battent, se défient, se trahissent, tournent en rond comme des animaux en cage. Et c'est donc la critique entière de la société américaine qui nous est offerte là dans ce film. Et par la plongée dans l'abysse de Quentin, on se rend compte que Quentin n'a aucune utilité. Il faut donc comprendre que cette Amérique un peu utilitariste, qui veut mettre tout le monde dans des cases, qui fait du profit, finalement c'est celle qui est la plus dominatrice, la plus répressive et qui se cache derrière des bonnes valeurs et pourtant la moins efficace. Quentin lui-même se cache derrière le fait d'avoir une femme et des enfants pour témoigner de sa bonne moralité. Allez, un dernier point pour essayer d'expliquer un petit peu les thèmes du film. Pour essayer de comprendre la géométrie et donc la géographie du cube, les personnages citent Descartes plus tard dans le film. Non, pas ces cartes-là, Descartes quoi, enfin le philosophe. Et quand on cite un philosophe dans un film, c'est jamais anodin. Que dit Descartes? Lisez en même temps que moi. Ceux qui sont généreux en cette façon sont naturellement portés à faire de grandes choses, et toutefois à ne rien entreprendre dont ils ne se sentent capables. Et parce qu'ils n'estiment rien de plus grand que de faire du bien aux autres hommes et de mépriser son propre intérêt, et avec cela, ils sont entièrement maîtres de leur passion, particulièrement des désirs, de la jalousie et de l'envie. Bon, ne prenez pas peur, c'est pas un cours de philo ici, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Par exemple, l'handicapé n'est pas contrôlable et risque de se tuer ou de tuer d'autres personnes autour de lui. Seul Quentin insiste pour l'abandonner. Il n'est donc pas généreux et ne peut donc voir que ce même handicapé peut être la solution à tous leurs problèmes. Le policier dira « il est un danger pour la meute ». Étant donné que l'homme est un loup pour l'homme, cela fait de Quentin un homme très dangereux et en même temps, comme on a vu, pas très utile au groupe. Enfin, le dernier thème pourrait être la claustrophobie. Ça, c'est plus marrant parce que le réalisateur Vincenzo Natali est complètement claustrophobe. Cette maladie est née après avoir vécu dans un minuscule studio avec les deux scénaristes. Alors, on peut parler de la mise en scène à travers deux questions.
comment représenter le temps et comment représenter un film d'exploration. Alors, commençons par représenter le temps. Pour ça, il faut parler du décor. Il y avait donc une seule pièce de 4,30 m sur 4,30 m, bref, un cube. Normalement, les gélatines se sont postées sur des projecteurs, un peu comme ici. Mais là, la chef décoratrice a préféré mettre les gélatines de couleur sur les murs amovibles, car en fait, ça se changeait plus vite. Ça va plus vite que de changer tout l'éclairage. Et quand on économise du temps, on économise de l'argent en production. Ainsi, on peut multiplier les salles et donner une impression de voyage un peu plus grande, ce qui était l'un des thèmes du film. Ensuite, le film multiplie les fondus, les phrases utilisées en arrière-plan et la musique avec des voix qui chuchotent. Tout est fait pour suggérer une absence de repères temporels. Enfin, il y a des super classiques fondus au noir pour les temps de repos, pour qu'on ne sache pas exactement combien de temps se soit passé. Donc on représente bien le temps dans le film, simplement on nous perd dans cette représentation, et c'est fait exprès. Vincenzo est un petit coquin. Comment représenter un film d'exploration ? C'est vrai que dans le même décor, c'est pas évident. Le réalisateur multiplie les gros plans en courte focale sur les premières rencontres, puis, en fait, après, c'est un film assez cuté, et ça donne l'impression de dynamisme dans un décor toujours identique avec un petit espace. Pour monter la tension, on triche sur les codes de couleurs, comme au moment du premier pivot narratif, par exemple. Cette pièce est verte, dit l'handicapé, comme pour montrer qu'il a peur. Effectivement, dans le cinéma, en général, le vert est associé à la peur. Mais en fait, dans cette pièce, a priori, il n'y a pas de danger, puisqu'ils y sont tranquillement. Alors, il veut retourner dans la bleue. La bleue, pour lui, ça veut dire la sécurité. Ça fonctionne. Mais c'est intéressant parce que la bleue, traditionnellement dans le cinéma, peut être associée à quelque chose d'apaisant, comme la mer, par exemple, qui peut être aussi associée à un danger ou à la peur, comme la mer, justement. En tant que public, on ne sait plus trop quoi penser. L'exploration est faite par des humains. C'est ce qui rend l'histoire palpitante. Oui, c'est sûr qu'une histoire de hérisson dans un cube avec des pièges, peut-être qu'on s'en foutrait un peu. Quoique... Normalement, quand on explore, on change ce qu'on trouve. Regardez par exemple ce qui s'est passé en Amérique, les Native Americans, les Indiens, ils ont un peu disparu. Mais ce n'est pas le cas dans Cube. Seuls les explorateurs sont changés. Le cube, lui, reste pareil. Bon, normalement, une exploration, ça finit de façon plutôt claire. On a trouvé ce qu'on cherchait, ou pas. Dans Cube, la fin est volontairement brouillée. La musique ésotérique laisse un peu perplexe. Et le quasiment divin en fondu au blanc nous prend complètement au dépourvu. Bref, on arrive au bout d'une étape, mais on ne sait toujours pas si le voyage est terminé. Alors, quel est l'héritage de Cube ? Plus de 2 décennies après sa sortie, rappelons tout de même que Cube a obtenu en 1997 le prix du meilleur premier film canadien au Festival de Toronto. Il a également remporté le prix de la critique et le prix du public au Festival Gérard Mer Fantastic Art en 1999. C'est un peu moins connu, c'est vrai, mais c'est toujours classe d'avoir un prix, non ? La rentabilité du film a ouvert évidemment à la possibilité de suite. Cube carré, Cube 0. Bon, c'est moins bien que le premier volet, faut tout de suite le dire. Mais elles ont au moins l'avantage d'apporter une autre vision de l'histoire et d'autres points de vue. Ok, c'est vrai, j'essaye de sauver les meubles, elles sont totalement anecdotiques et franchement, si vous les voyez pas, c'est pas grave. Tout le monde ne peut pas reproduire la patte de notre ami Vincenzo Natali. Et pour ça, j'ai envie de dire sacré Vincenzo. Merci à tous pour votre visionnage, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche. Vous êtes pas bien là ? Paisible, à la fraîche, décontracté du gland, vous trouverez un lien vers notre Tipeee en description pour nous soutenir si cela vous prend comme une envie de pisser. Moi, en attendant, je vais m'éclater une petite cervoise. Ciao!